Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à TypeFlow. Dans ce tutoriel, on va voir comment réaliser donc cette tornade. Elle sera simulée sous fumée fixe, mais elle sera entièrement riggée avec TypeFlow. Donc avant de commencer le tutoriel, on va simplement préparer la scène. Donc j'ai calibré le timing de la scène en 30 images par seconde. Et pour ce qui est des unités, je suis en Generic Units avec une unité égale 1 cm. Pour vous donner une idée de l'échelle de grandeur de ma scène, ici j'ai un sol qui fait 5000 par 5000, c'est à peu près l'échelle de grandeur de la tornade. Donc comment ça marche? En fait on a une spline ici, d'accord, que je vais pouvoir venir animer en déplaçant un master. Et c'est autour de la spline que va se générer la tornade. Donc on aura plusieurs TypeFlow dans la scène, on va commencer tout simplement par le rig. Donc pour le rig on a besoin d'un objet. En l'occurrence il faut une géométrie, moi j'ai pris une sphère. Et sur cet objet on va venir créer une particule. Donc c'est ce qu'on a ici. Et on vient placer la particule sur notre objet, avec un position object tout simplement. Et immédiatement après, on vient binder la particule sur le sol. Donc je décoche rotation et scale, j'ai besoin simplement de binder la position de la particule. Je passe en mode lock to surface, snap to surface, et surtout je mets une friction à 0 puisque la particule au sol aura besoin de se déplacer. Et puis de cette particule, je vais spawn une autre particule, donc avec un spawn onOnTree. Il faut bien que la case Remember Parent soit cochée. Et cette particule, je l'envoie dans un autre event. Donc je désactive le Particle Switch et le Set Target puisqu'on y reviendra par la suite. Donc on ajoute un Spawn by Travel avec un timing en Eventage de 0 à 1, c'est important, avec un step size de 50. Donc l'idée ça va être d'avoir suffisamment de particules pour pouvoir créer une spline. Faut pas qu'il y en ait trop, sinon on va perdre la souplesse en fait de la corde. Nous ce qu'on veut c'est avoir à peu près voilà, cette densité de particules. Et immédiatement après le spawn, on vient créer un object bind. Alors l'object bind il va nous permettre de renvoyer la particule qui est actuellement au sol, puisqu'elle est exactement au même endroit que son parent. On va la renvoyer directement sur le master. Donc c'est important de suivre cette logique parce que ça va nous permettre de créer une spline qui part du sol vers le master. Dans le troisième event que j'ai appelé trail, ici, on va commencer par binder entre elles toutes les particules qui viennent d'être créées. Pour ça, je passe par un particle bind. Dans le particle bind, je désactive Enable Proximity Bind. Et à la place, je viens cocher l'option Bind to Siblings. Et maintenant, si j'affiche les binds, on voit que toutes les particules qui sont dans l'event trail sont bindées entre elles, d'accord? Donc l'idée maintenant, ça va être d'accrocher les deux extrémités, en fait, de façon à ce que la corde soit maintenue au niveau du sol et au niveau du master. Je vais d'abord commencer par le haut de la spline. Donc pour ça, je vais venir utiliser un property test en mode sibling type et je vais venir chercher la last, donc la dernière particule qui a été créée, et je l'envoie dans un event dans laquelle je lui mets un particle bind. Là encore, je désactive proximity bind et j'active ici l'option bind to parent. Donc là, vous voyez que le bind se fait entre cette particule-là et la particule master qui en fait est le parent. Donc maintenant, je vais vouloir trier celle du bas. Donc pareil, avec un property test, je vais venir cette fois chercher la first, je l'envoie dans un autre event, et je lui mets un particle bind, et cette fois-ci, je ne vais pas la binder ni à la famille, ni en mode proximity bind. À la place, j'utilise l'option bind to target. Alors, il va falloir pour ça définir une target. Donc, c'est justement le rôle de l'opérateur set target que j'avais ici dans le deuxième event. Et donc, je demande à la particule master de prendre comme target son parent. D'accord. Et comme c'est une information qui est héritée en fait avec les spawns, toutes les particules qui sont ici ont maintenant la target parent. Et donc ça tombe bien puisqu'on veut linker la first sibling sur la particule du sol. Et quand je bouge le master, on voit bien que tout suit derrière. Donc c'est parfait. Ici j'ai mis un particle switch. Le particle switch va faire en sorte que la particule qui est linkée sur le master reste toujours au même endroit, qu'elle ne soit pas influencée par les bindings des enfants. Ensuite on peut rajouter une gravité éventuellement pour donner un peu plus de vie à la corde. Voilà. Une collision avec le sol. Donc ça empêche la corde de passer à travers le sol tout simplement. Et un spline pass évidemment pour créer la spline dont on va se servir par la suite. Donc en l'occurrence, je suis passé en mode particle bindings, j'ai créé une nouvelle spline et c'est celle-ci. Donc je vais désactiver l'affichage des bindings et vous voyez que j'ai bien une spline ici qui va suivre exactement mon animation. Donc le rig est quasiment terminé, on va simplement rajouter notre émetteur qui va nous servir pour la smoke. Je me suis créé donc un émetteur circulaire comme ça, donc je suis parti d'un cylindre. Donc je vais cacher le sol. Et ce que je veux, moi, c'est que cet émetteur suive, en fait, la spline. Pour ça, on va venir utiliser le Type Particle Controller, qui va nous permettre de linker, en fait, un objet sur une particule. Donc, évidemment, je ne le fais pas directement sur l'émetteur, je vais le faire sur un dummy. Donc, je viens ajouter un Type Particle Controller dans l'onglet Motion. Je sélectionne le TypeFlow du rig et je laisse par défaut la particule ID à 0 puisque la particule au sol correspond toujours à l'ID 0. Et ensuite je viens tout simplement linker l'émetteur sur le dummy. Donc là on voit bien que l'émetteur suit la spline. On peut également animer la rotation de l'émetteur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement passé mes clés de rotation en relative repeat de façon à ce que l'animation soit infinie.
Et ensuite, on va venir faire la même chose sur le haut de la corde. Donc on crée un dummy, et de la même façon, on va le linker, non pas cette fois-ci à la particule 0, mais à la particule 1. On peut venir créer ensuite un tie vortex, qui en fait est plus simple que le vortex standard de 3ds Max, puisqu'on n'a que deux axes à gérer, l'axe X et Y. On n'a pas le damping et l'axe Z à gérer. Alors on a deux paramètres à gérer, le vortex force et la pull force. Le vortex force, ça va définir à quel point ça va tourner, et le deuxième paramètre, c'est en fait une force qui attire vers le centre du tie vortex. Donc c'est exactement le même principe que ce genre de manège. En fait, plus ça va tourner vite, et plus les gens en fait s'éloignent du centre. Donc voilà une autre vidéo qui vous montre un peu la mise en application d'une force centrifuge. Donc en fait, plus ça tourne vite, plus les objets sont repoussés vers l'extérieur. Et la pull force, elle va essayer de contenir en fait la force centrifuge pour ramener les objets vers l'intérieur. Et donc quand on utilise le tie vortex, il faut toujours jongler en fait entre ces deux valeurs pour trouver un bon équilibre. On peut éventuellement changer le sens de rotation du tie vortex, mais moi je vais le laisser par défaut. Donc voilà, maintenant qu'on a fini le rig, on va pouvoir passer aux particules qui vont émettre la smoke. Donc on vient créer un nouveau tie flow dans lequel on va commencer par créer des particules sur l'émetteur. Donc je viens créer tout simplement une quarantaine de particules sur l'émetteur avec un position object. Je lui assigne ensuite une shape. Alors elle n'a pas vraiment d'intérêt, c'est plus pour visualiser dans le viewport la taille des particules, puisque ça va être important pour la suite dans FumeFX. On lui assigne ensuite un scale et un object bind. Alors pareil, on décoche rotation et scale. On se met en mode lock to surface, snap to surface, et avec cette fois une friction de 100%. Et on sélectionne évidemment l'émetteur. Ensuite, on ajoute un spawn en mode per frame, de façon à créer en continu un flow de particules. Donc là, j'ai mis un rate à 0,5. J'envoie ensuite les particules dans un autre event, et je leur assigne un pass follow. Donc le pass follow va nous permettre tout simplement de venir dire aux particules de suivre la spline, et on peut évidemment leur demander de tourner autour de la spline. Donc c'est ce que je fais avec l'option spin, et pour éviter que les particules ne s'éparpillent trop, je passe en mode locked ici, dans distance to shape. Je peux appliquer éventuellement un slow à 5% et un delete pour supprimer très rapidement les particules. Vous allez voir qu'on n'aura pas besoin que les particules vivent très longtemps. Donc j'ajoute ensuite un opérateur de force dans lequel je viens piquer mon tie vortex, d'accord? Donc je ne change rien aux paramètres. Et juste en dessous, je rajoute une force avec une grosse turbulence et un petit scale. Et pareil, je les délète au bout de 11 frames. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans les paramètres du tie flow, activer les interfaces de particules. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre conteneur FumeFX. Donc j'ai créé un conteneur qui fait à peu près 4300 par 4300 avec une hauteur de 3800. Donc j'ouvre les paramètres du conteneur et je vais directement aller dans l'onglet Object Source, dans lequel vous voyez j'ai plein d'objets qui sont référencés dans la liste. Donc on les verra au fur et à mesure. On va commencer par le premier qui est le FFX Particle Source. Donc c'est l'objet qui va nous permettre directement dans FumeFX d'utiliser des particules. Donc on peut le créer avec ce petit bouton, d'accord? Ou directement dans les helpers de FumeFX, Particle Source. Donc je viens piquer mon tie flow dans mon helper, et je vais pouvoir commencer à paramétrer certaines choses. Donc là en l'occurrence je veux simplement de la smoke. Je vais désactiver le fuel, l'oxygène, et je vais mettre une température à 300, ce qui correspond à peu près à une température moyenne. Alors il faut savoir que FumeFX ne peut pas nativement récupérer les informations de scale et de vélocité des particules de tie flow. Néanmoins, on peut quand même exporter certaines informations pour les récupérer ensuite dans FumeFX. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la taille des particules et leur vélocité. Donc je vais retourner dans mon tie flow, je vais ajouter un custom properties. Donc je reste en mode set, d'accord, puisque je veux sauvegarder des valeurs pour les exporter vers FumeFX. Et je viens ici dans Custom Float récupérer la valeur de scale en X, d'accord, donc je lui donne un nom, par exemple scale. Et dans les Custom Vectors, je vais pouvoir récupérer la vélocité, donc pareil, je lui donne un nom. Donc je le fais pour tous les events, d'accord, je peux même instancier les différents opérateurs. Et je pense bien à activer dans les caches de mon tie flow l'âge, les Custom Float et les Custom Vectors. Ensuite ici, je reviens dans les paramètres du particle source. À côté de radius, ici, vous voyez que vous avez la possibilité de récupérer, si vous activez les courbes, une valeur qui peut venir de tie flow. Donc en l'occurrence, tie flow float. Donc je spécifie le scale ici, et je lui demande bien de remplacer en fait la valeur. Ok, donc je vais faire ensuite la même chose pour la vélocité. Donc je récupère cette fois le vecteur tie flow. Donc vélocité, pareil, je lui demande de remplacer la valeur. Et je clique sur OK. Et on peut évidemment moduler toutes ces valeurs à l'aide des multiplieurs. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le scale que je trouvais trop petit et la vélocité que je trouvais au contraire trop forte. Donc ça, c'était pour la smoke. On peut faire la même chose pour le feu. Je vais créer un autre particule source et je vais venir à côté de ça créer un autre tie flow. Et donc dans le premier tie flow, je peux simplement ici venir dans les presets flow, cliquer sur Simple Reference Tie Flow. Donc il va nous créer en fait un tie flow qui va venir référencer le premier tie flow et dans lequel on va importer les particules du groupe 1. C'est pour ça que j'ai ajouté ici un particle groups pour ne récupérer que les particules de cet event. Donc là,
je récupère ces particules. Moi, ce que je veux, c'est récupérer une poignée de particules. Je veux pas toutes les récupérer, donc ici, avec un split, je viens supprimer 95% des particules, de façon à avoir quelques particules pour le feu. Donc pareil, ici, je rajoute un custom properties, donc j'ai simplement copié le custom properties du premier TypeFlow, que j'ai mis ici. Et je pense là aussi à activer l'interface de particules de mon TypeFlow, et à cocher ici dans les options du cache, age, custom float et custom vector. À partir de là, on peut venir sélectionner ce TypeFlow dans un deuxième particule source, dans lequel je vais venir en fait désactiver le channel de smoke et activer le channel du fuel. Donc pareil, je récupère les informations de radius et de vélocité comme pour le premier particule source. Et ensuite, on vient rajouter un objet qui s'appelle FumeFix Spline Follow, qu'on va pouvoir trouver pareil dans les helpers de FumeFix, dans lequel on vient chercher la spline, donc la taille spline qu'on avait créée au début. Donc si vous n'arrivez pas à sélectionner la spline, c'est probablement parce qu'il y a un modifieur dessus, donc il faut vraiment supprimer tous les modifieurs et ne garder en fait que la taille spline. Donc on va aller dans les paramètres du spline follow, donc on peut afficher l'influence de notre spline sur son environnement. Donc là ici j'ai mis le maximum, donc je désactive l'option pour afficher l'influence, et ici on va s'intéresser donc à ces paramètres. Alors le paramètre centripetal force, il faut absolument le mettre à 0. En fait, si vous ne le mettez pas à 0, en tout cas moi dans mon cas, ça crée vraiment de gros problèmes de simulation. Ensuite, on a le paramètre de rigidity qui va nous permettre en fait de déterminer à quel point les forces externes vont pouvoir influencer la fumée. Donc c'est une valeur normalisée entre 0 et 1. À 1, il n'y a que la spline qui va influencer la smoke, et à 0, toutes les autres forces, donc par exemple le vent qu'on va rajouter après ou le tie vortex, vont pouvoir influencer la smoke. Alors j'ai mis 0 dans Maintain Alignment et j'ai décoché l'option Stick to Spline parce que ça rendait pas très bien. Et ensuite les trois paramètres ici vont définir l'animation de la smoke. Donc on a le paramètre Along Axis Force, donc c'est un paramètre qui va définir à quelle vitesse la smoke se déplace le long de la spline, d'accord, donc à quel point elle va remonter en fait la spline. Around Axis Force, c'est un peu l'équivalent du tie vortex, donc c'est la vitesse à laquelle la fumée va se déplacer autour de la spline, en tournoyant autour de la spline. Et en dernier, From Axis Force, donc moi je l'ai mis à 0. Si vous augmentez cette force, ça va simplement repousser la smoke de la spline. Donc c'est vraiment ces deux paramètres qui vont nous permettre d'animer la tornade. On peut également définir des courbes pour diminuer la force au cours du temps. Donc c'est ce que j'ai fait pour les deux premiers paramètres. Alors juste après, je vais pouvoir rajouter mon vortex. Alors pour rajouter le vortex, on va devoir passer par un space warp qui s'appelle le tie space warp, qu'on peut trouver ici dans les space warp de TypeFlow. Alors en fait, il va nous permettre de convertir toutes les forces qui à la base étaient destinées à TypeFlow de façon à ce qu'elles puissent être utilisées par d'autres plugins. Donc là en l'occurrence FumeFX, mais ça marche aussi pour PhoenixFD. Et donc dans le tie space warp, on vient piquer notre tie vortex. On peut évidemment augmenter sa force, donc moi c'est ce que j'ai fait, et on vient tout simplement rajouter le tie space warp à la liste des objets de FumeFX. Et pour finir, on peut rajouter un FumeFX Wind qui va nous permettre de rajouter en fait tout simplement de la turbulence à la simulation. Donc pareil, on peut le créer directement depuis FumeFX, ou sinon directement dans les space warp, d'accord. Donc les paramètres sont assez simples, hein. Nous on va simplement se servir de la turbulence, donc on désactive la force et on vient rajouter de la turbulence. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment s'ajouter à la turbulence de la simulation. Ensuite, pour les paramètres de simulation, donc voilà, c'est plutôt simple, je vous les montre. Donc n'hésitez pas à réduire le timescale si la fumée est trop rapide. J'ai rajouté un peu de turbulence, j'ai bloqué la fumée sur l'axe Z. Pour ce qui est des paramètres du feu, je suis resté sur un modèle simple. Alors j'ai mis une température d'ignition à 50. Donc c'est un paramètre qui définit à quel moment le voxel est censé prendre feu. Donc en l'occurrence, nous on avait une température de 300. Donc le feu va prendre très vite. Donc l'idée c'est que ça commence vraiment tout en bas. Le burn rate, c'est la vitesse à laquelle un voxel va consommer son fuel. Donc plus cette valeur va être basse, plus les flammes vont durer longtemps, puisque le carburant, il y en aura plus longtemps. Et à l'inverse, si vous augmentez cette valeur, les flammes seront plus petites. Pour ce qui est de la smoke, j'ai mis une buoyancy à moins 0,5 pour éviter tout simplement que la smoke ne retombe. Les paramètres les plus importants étant la dissipation, puisqu'on ne veut pas que la smoke s'étende trop dans le conteneur, avec évidemment un peu de diffusion, c'est-à-dire qu'on aura quand même ce côté un peu poussiéreux dans la tornade. Et ici, j'ai tout simplement désactivé la température. Je ne me sers pas non plus de la vélocité ou de la color, ça vous êtes libre de le faire ou pas. Pour ce qui est des paramètres de rendu ici, rien de spécial. J'ai simplement rajouté un dégradé pour le feu, et pour la smoke, pensez à cocher l'option Cast Shadow and Receive Shadow. Et ensuite, dans Illumination, on vient rajouter une lumière. Donc il faut bien penser, dans les options de la lumière, à cocher les atmosphères Shadows. Donc voilà à peu près à quoi devrait ressembler la smoke. Alors dernière petite astuce avant de finir le tuto, si jamais vous souhaitez rendre ce genre de passe avec Krakatoa, pour ajouter par exemple du détail sur votre smoke,
Vous pouvez le faire directement depuis Typeflow en utilisant un burst fluid et un fluid force et en sélectionnant le fumé fixe. Alors en général quand même on essaye de dupliquer le fumé fixe et de faire une version low-res parce que sinon c'est très très lourd à loader. À partir de là vous pouvez récupérer les particules qui vont suivre l'animation du fumé fixe. Et ensuite pour rendre tout ça avec Krakatoa, il faut tout simplement rajouter un opérateur shape, d'accord, avec un opérateur mesh en mode point cloud et bien penser cette fois-ci non pas à activer mais à désactiver l'interface de particules. Et dans Krakatoa, il faudra également cocher l'option géométrie vertex. Donc ça c'est pour rendre directement le Typeflow avec Krakatoa. Vous pouvez aussi exporter vos particules en PRT et les loader dans un PRT loader. Donc en l'occurrence Krakatoa a son propre PRT loader. Mais voilà, sachez qu'il y a plusieurs manières de rendre les particules avec Krakatoa. Donc soit directement dans Typeflow, soit en les exportant en PRT et ensuite en les loadant avec un PRT loader. Et pour le rendu de la tornade, n'hésitez pas à sortir les passes Fire et Smoke. Ça peut être utile pour le compo, notamment pour ajouter des glows ou pour faire des masques. C'est la fin du tutoriel. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre.